Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Chemin Critique. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux. Vous nous avez écrit et vous avez réclamé que nous fassions des débats sur des questions stratégiques, des questions importantes. Évidemment, le monde est en train de changer et le Congo participe à ces changements de manière consciente quand le Congo le peut, mais généralement de manière inconsciente parce que nous sommes souvent ailleurs. Mais nous avons voulu aujourd'hui être là où se décident les choses. Et l'une des choses majeures sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui, c'est la dernière visite du chef de l'État en Chine. Une visite d'État, une visite qui a été totalement, puissamment commentée dans tous les médias du monde parce que cette visite-là, des États-Unis jusqu'à Singapour, toutes les presses du monde en ont parlé parce que c'était important. Pour comprendre les dessous de cartes, pour savoir ce qui s'est réellement passé en Chine, au-delà de l'éclat, au-delà de la visite, au-delà des endroits historiques, la Chine, c'est aussi aujourd'hui l'une des clés pour la stabilité dans le monde. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un des meilleurs Congolais dans le domaine de l'analyse économique et de la stratégie. Je ne présente plus Al Kitenge. Bonjour, bonsoir Al. Bonsoir Willy, content d'être ici. Merci de nous honorer pour ce plateau parce que vous êtes à la base ingénieur, aujourd'hui économiste, vous avez créé beaucoup de groupes, vous êtes dans plusieurs initiatives qui concourent à l'utilisation rationnelle de l'intelligence, mais aussi surtout de la planification. Vous n'êtes plus à présenter et c'est donc un privilège pour ceux qui peuvent avoir quelques temps avec vous pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pour en parler, j'ai sur ce plateau le directeur des informations de Géopolis Télévision, Patrick Ilunga. Bonsoir Patrick. Bonsoir Willy Kalingai, Voilà. bonsoir également Al Kitenge. Bonsoir jeune ami. Patrick s'intéresse beaucoup aux grands groupements comme ça. Certainement la Chine l'intéresse énormément. Nous allons donc avec vous, avec les quelques minutes qui nous sont données, essayer de comprendre ce qu'il y a eu. La première des choses que je vous demande, c'est que personnellement vous-même, quel sens vous accordez à cette visite? Merci beaucoup Monsieur Kalengai. Je pense qu'il faut d'abord reconnaître que cette visite d'État est à l'initiative de la Chine. C'est donc de la volonté de la Chine qu'elle a été organisée avec un agenda et des objectifs à atteindre pour la Chine. Et nous, en tant que pays, ce n'est pas par hasard que nous avons été choisis, traités et honorés de la manière que le président l'a été. Il faut savoir que la Chine, c'est notre partenaire commercial numéro 1 et il n'a pas de concurrent en termes d'échanges commerciaux. Mais c'est aussi notre partenaire économique puissant. Parce qu'il y a 20 ans, il a cru en la République démocratique du Congo, elle a cru en la République démocratique du Congo lorsqu'on a eu notre code minier. Souvenez-vous que à la grande erreur majeure et stratégique des États-Unis, même Tenke-Fungurume, qui était entre les mains de Philip McMoran, a été racheté par la Chine. Mais en fait, ça montre clairement que la Chine avait une longueur d'avance en termes de vision sur ce qu'allait devenir le monde. Ils ont certainement eu accès à des informations auxquelles même les États-Unis n'avaient pas accès, simplement parce que aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils maîtrisent près de 80% des réserves en cobalt, 80% des réserves en cuivre et une grande partie des réserves des minéraux critiques. Et donc nous avons été choisis parce que nous sommes la plus belle fille du coin. Nous avons été choisis parce que nous avons le plus grand atout. Et moi, ce que j'ai dit, c'est que nous jouons bien le jeu parce que, sachant que nous allons être invités en Chine, le chef de l'État et ses services ont bien fait de traiter les dossiers. Parmi les dossiers, on s'est rendu compte qu'on avait des boulets que nous traînions depuis très longtemps, en l'occurrence ce fameux contrat totalement déséquilibré, comme l'a démontré l'IGF, entre la Chine et la RDC, entre les entreprises chinoises et la RDC. Le chef de l'État a décidé de rééquilibrer les choses et de ramener le partenariat non pas entre les entreprises et la RDC, mais entre l'État chinois et l'État congolais. Mais nous avions également toutes ces difficultés qu'a connues TFM. Vous connaissez les différentes suspensions d'activité, 9 mois sans exporter, tout à fait. Toutes ces crises étant, il fallait trouver des mécanismes de pouvoir nous entendre. Je crois que le chef de l'État a très bien joué son jeu. Mais de mon point de vue, il y a encore des choses à faire. Alors, évidemment, nous allons d'abord aller en Chine rapidement pour nous mettre un peu
l'eau à la bouche. Le premier contact que le chef d'État a eu, parmi les contacts qu'il a eu, il y a eu quand même, il a visité quelques endroits symboliques de la Chine. La Chine dont nous parlons ce soir est une grande puissance, peut-être que beaucoup de gens ne connaissent pas. Rentrez un peu dans cette visite-là pour voir où est-ce qu'il a été avant d'entrer, avec qui il a parlé et qu'est-ce qu'il en a retenu. Suivons. C'est une tradition qui résume l'âme des us et coutumes chinoises. Pour une visite officielle d'un chef d'État, les autorités chinoises suggèrent à leurs hôtes de marque un passage utile à des sites qui racontent l'histoire tumultueuse et glorieuse du vaste territoire chinois depuis la préhistoire. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas dérogé à cette tradition en mettant à profit le deuxième jour de son séjour pour se rendre aux différents sites hautement symboliques lui proposés. Première étape, le mausolée de Mao Tse-tung qui accueille la délégation congolaise. C'est sur ce site hautement sécurisé que repose à jamais le leader emblématique et l'homme qui a forgé la Chine et a fait d'elle une nation forte et moderne. Un monument sépulcral situé en plein cœur de Pékin, c'est à cet endroit couvert de marbre qu'est exposé le corps embaumé de celui qui a dirigé des mains des maîtres la République populaire de Chine entre 1945 et 1976, année de sa mort. Occasion pour le couple présidentiel congolais de déposer sa couronne de fleurs sur le tombeau monumental du grand timonier avant de coucher quelques phrases sur le registre placé peu avant la sortie du mausolée. Et à quelques encablures de là, le musée communiste situé à l'est de Beijing. L'imposant bâtiment qui accueille le chef de l'État et toute sa délégation raconte toutes les péripéties de la révolution chinoise depuis le XVIIe siècle, d'où partira le tout premier manifeste qui a consacré le début du Parti communiste. Le couple présidentiel suit avec une attention soutenue le récit d'une civilisation 5 fois millénaire qui a bravé vents et marées jusqu'à se construire une identité unique et respectable à l'échelle mondiale. La structure couvre 6,5 hectares avec une longueur frontale de 313 mètres et une hauteur de 4 étages. Le musée communiste compte une trentaine de salles d'exposition, des installations de stockage ultra-modernes et possède une collection de plus d'1 million d'objets précieux et rares que l'on ne trouve nulle part au monde. La cité interdite, dernier site à accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce site représente le palais impérial de Pékin dont la construction remonte entre 1406 et 1421, une vaste concession qui s'étend sur 72 hectares et fait partie des palais les plus anciens et le mieux conservés de Chine. Cité interdite, résidence des empereurs chinois, de leurs familles et de ceux qui étaient à leur service. Son accès était strictement interdit au peuple et à toute personne ne faisant partie d'aucune lignée royale. Grande civilisation, la Chine conserve ses souvenirs, la Chine, ses ressources a des racines puissantes, la Chine s'est donné donc une certaine identité. Nous allons donc commencer cette émission en ayant pris en compte que nous parlons d'un des plus grands pays du monde. D'ailleurs, c'est la Chine qui a plus de 10 voisins. Après, c'est la RDC. Donc la Chine a 10 frontières, nous en avons 9. Donc c'était très bien que le grand frère et le petit frère puissent se rencontrer. Alors nous commençons avec vous et je passe directement la parole à Patrick Ilunga. Voilà, encore une fois, bonsoir Alkitenge. Bonsoir Patrick. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la nouvelle coopération, on parle de changement de paradigme, mais c'est vrai aussi
que la coopération n'est pas exclusive, c'est-à-dire que la RDC a tout à fait le droit de nouer d'autres relations, mais se fondant sur l'histoire, ce qui s'est passé en 2008, lorsque la RDC signait avec les entreprises chinoises, on a vu les institutions internationales, les pays occidentaux réagir. Est-ce que cette fois-ci, on peut craindre une interférence de ces pays-là? D'abord, je voudrais faire un tout petit commentaire sur le reportage qui a eu lieu tout à l'heure. On vous parle de Mao et donc de son leadership. On vous parle de Mao, quelqu'un qui est déjà mort. Pourquoi? Parce que simplement Mao a planifié son pays pour les 50 prochaines années. En fait, l'ensemble des choses qui se passent aujourd'hui ont été planifiées du temps de Mao. Dans la rigueur et dans la discipline, elles ont été exécutées. Un chef, un leader, c'est la capacité à faire des choses au-delà de lui, ce qu'on appelle en anglais legacy. Qu'est-ce que vous allez laisser quand vous ne serez plus là? La deuxième des choses, c'est qu'un pays, c'est l'appareil d'État. Et dans le cas présent, la puissance de l'appareil de l'État est entre les mains du Parti communiste. Et vous sentez bien que le parti est extrêmement organisé et il est monté en hauteur. Ces deux choses mises ensemble ramènent quelque chose qui est très visible dans tout ce qui est fait en Chine, la discipline. Sans la discipline, vous ne pouvez pas exécuter des grands travaux. Maintenant, je voudrais revenir à vous. En 2008, c'est vrai, c'était une grosse révolution. J'ai toujours dit que lorsque nous avons signé ces contrats, nous avions fait un bond en avant. La plupart des contrats que nous signions à l'époque, c'était quelques dizaines, quelques centaines de millions de dollars. C'était la première fois que la RDC goûtait à ses premiers contrats à milliards de dollars. C'était quelque chose qui avait, en tout cas, surpris le monde entier, y compris les Occidentaux. Ils ne s'attendaient pas du tout à ce que la RDC tombe sur un partenariat qui lui offre autant d'argent à la fois. C'était sans compter si oui ou non nous étions capables d'absorber cet argent et de le convertir en véritable opportunité économique. La vérité, c'est que les Occidentaux s'étaient rendus compte qu'ils ont commis des erreurs majeures et que ça allait leur coûter très cher. Ils ont fait et réussi nécessairement tout ce qu'ils voulaient faire pour être en mesure de nous ralentir. Et vous avez bien vu que nous sommes partis de 13 milliards et demi à 6 milliards et demi en ayant développé des théories qui n'avaient pas de sens réel. Mais en fait, étant donné que nous étions dans des engagements de désendettement vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, on a été obligé de se plier. Même lorsque vous regardez les 6 milliards et demi, dont les 3 milliards dont nous devrions avoir des infrastructures, nous n'avons été capables de n'absorber que 800 millions de dollars. Et Jules Linguette dit que là-dedans, la réalité, c'est moins de 400 millions de dollars. En fait, aujourd'hui, il est possible qu'au regard des contraintes internationales, et la première étant, c'est la transition écologique, qui est une contrainte majeure. La Chine prend là la consolidation de sa force et de sa puissance vis-à-vis du monde entier en se donnant la main sur le panier du monde que se trouve être la RDC. Et donc, il y aura de la bagarre. Mais nous sommes plus ou moins aguerris, nous savons donc qu'ils vont réagir. Quitte à nous de pouvoir préparer une stratégie de contingence. Mon point de vue, c'est que nous avons suffisamment d'éléments sur la table pour être en mesure de démontrer à la face du monde qu'en plus de la Chine, nous avons la capacité d'accueillir d'autres partenaires et nous aimerions recevoir les offres. Alors, Al Gitenge, de la Chine, nous apprenons que les deux pays ont élevé leur partenariat au niveau, ce qu'ils appellent même stratégique global de coopération. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence? Ça veut dire qu'en fait, la Chine ne voudrait pas laisser la moindre chance à qui que ce soit de déstabiliser sa situation géopolitique actuelle liée à sa situation géoéconomique. Et donc, elle met toutes les billes dans l'assiette pour être sûre de la loyauté et de l'efficacité de son partenaire qui se trouve être la RDC. Quitte à renforcer la RDC pour qu'elle ne soit pas fragile vis-à-vis des autres partenaires qui pourraient être tentés de la déstabiliser. Est-ce que le même partenariat stratégique existe avec les USA, avec les Américains? Le contenu est très différent et il faut savoir qu'à la différence des Occidentaux, la Chine a ceci de particulier, la capacité à pouvoir faire un certain nombre de choses rapidement sans poser trop de questions. Et je pense que là-dessus, cette souplesse, c'est quelque chose de bien pour la RDC et de bien pour le chef de l'État qui désire aujourd'hui chambouler son ordre organisationnel en termes de développement en allant là où, pendant 63 ans, le pays n'a jamais posé des actes, en l'occurrence les territoires. Nous allons suivre la première rencontre. Les chefs de l'État a rencontré le PCA, donc le président
une démonstration de Huawei. Vous connaissez les plus grands groupes dans le domaine du numérique. Et d'ailleurs, c'était un dossier sur lequel le ministre du numérique, Désiré Kolongele, avait déjà mis un peu le paquet. Nous suivons cette rencontre et nous revenons sur ce plateau. Shenzhen, l'une des villes extramodernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech, même le petit rituel d'accueil réservé au président de la République et à son épouse n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être à la diapason mondiale et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature effectuée par la délégation congolaise sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation, des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Nous avons un programme de transformation numérique de la RDC qui est impulsé par la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous connaissez. Aujourd'hui, cette vision qui est dans le plan national du numérique a connu un cadre programmatique qui est le programme de transformation digitale de la RDC. Et aujourd'hui, Huawei a concrétisé cela par des propositions concrètes, des propositions qui concernent l'apport en infrastructure, l'apport en formation et l'apport également en sécurité des systèmes d'information. Et c'est autour de ces trois domaines de coopération que nous avons voulu aujourd'hui, n'est-ce pas, sceller cette entente dans le cadre d'un mémorandum d'entente qui va appeler plusieurs contrats, j'allais dire, particuliers. Un deal d'entente dont la matérialisation se fera par paliers, secteur après secteur. Satisfaction pour le président de la République qui a voulu personnellement piloter ces instants historiques. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Par ailleurs, Huawei est en partenariat avec des organisations non gouvernementales et sans but lucratif, telles que la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement des futurs talents du pays. La ville de Shenzhen, jadis un modeste cité vivant essentiellement de la pêche grâce à son port, est aujourd'hui transformée en une mégalopole gigantesque des gratte-ciels et d'énormes boulevards qui s'offrent à perte de vue. Cela grâce à un nombre exponentiel d'entreprises qui y ont élu domicile. Parmi elles, on compte Huawei, dont le siège y est implanté
depuis sa création en 1000. Al-Kitenge, nous sommes bel et bien dans cette guerre pour la maîtrise de l'intelligence artificielle. Nous signons avec Huawei, c'est vrai, mais en même temps, nous avons les autres grands dans le monde. Comment intégrer ce retour? Parce que la puissance est toujours monopolistique. Quand elle s'impose chez vous, c'est pour prendre toute la place. Pensez-vous que le Congo a suffisamment d'intelligence stratégique pour pouvoir combiner ces genres d'opportunités et ne pas aller dans les cafouillages? Willy Kalengai, vous étiez présent lorsque je présentais l'ouvrage que j'ai rédigé, Sine qua non, afin de déraciner la corruption. Et là-dedans, deux choses fondamentales étaient dites. C'est que les pays qui évolueraient rapidement sont ceux qui tourneront le dos à la corruption. Et très malheureusement, il y a un petit passé teinté de corruption entre la Chine et nous. Dans la corruption, il y a deux acteurs. Il y a bien sûr le corrupteur et aussi le corrompu. Ce moment est un moment particulier pour nous rendre compte que la corruption nous a retardés dans la capacité de mettre les choses en œuvre, alors qu'en 2008, les ambitions pouvaient être considérées comme énormes. La deuxième des choses qui est dite dans mon livre, c'est que les pays qui accéléreront leur capacité à progresser, ce sont ceux qui vont se doter des technologies et qui vont donc abandonner la gouvernance archaïque. Le chef de l'État en parle dès le premier jour, il est arrivé au pouvoir. Et nous avons commis l'erreur de mettre en place un ministère du numérique au lieu de mettre un ministère de l'économie numérique, ce qui aurait changé les choses. On a passé trop de temps à tourner en rond, à mettre des textes dont nous aurons la difficulté majeure de pouvoir les mettre en application de manière habituelle telle que nous le faisons. Je pense que plus que jamais, le chef de l'État a vu ce que c'est un pays moderne, un pays qui utilise des technologies pour avancer et pour gouverner. Je suppose que, sortant de là, la République démocratique du Congo, dans ses différents départements, va devoir se doter d'un parchemin pour être en mesure de décider comment nous intégrons de manière pas progressive, mais intensive, les technologies dans notre manière de... Donc, vous pensez qu'il faut non seulement avoir un ministère du numérique, mais un ministère de l'économie numérique. Quelle serait la différence fondamentale? Un ministère du numérique, il fait ce que le ministre dit tout à l'heure, il engage la transformation numérique. Un ministère de l'économie numérique accélère les performances économiques grâce aux outils numériques. Et donc les outils numériques ne sont pas une finalité en soi, ils sont un moyen pour être en mesure d'accélérer la création de la prospérité. Et notre ami. Voilà, donc vous parlez de l'économie numérique qui doit être mise en place, mais on sait aussi qu'en Afrique, nous souffrons de ce qu'on appelle la fracture numérique. Est-ce que cette fracture ne va pas être un frein justement au développement numérique Ce qu'il y a de bien avec la fracture numérique, c'est qu'on peut la couvrir du jour au lendemain. Il suffit d'un panneau solaire, d'une antenne parabolique, un site, un village, et tout de suite connecté. Et donc, si nous le désirons, le plus rapidement possible, nous pouvons être en mesure de créer ce qu'on appelle l'équité numérique, qui est en fait l'opposé de la fracture numérique. Mais c'est une question d'une volonté politique. Nous sommes un pays qui a commis quelques erreurs. Par exemple, le matériel informatique coûte encore très cher et il est encore taxé à l'entrée. Les pays qui ont voulu accélérer leur développement ont détaxé complètement l'accès sur le territoire du matériel informatique, aussi bien en physique qu'en digital. Je voudrais parler des logiciels. Et donc, il est important pour nous de nous rendre compte que la plus grande contrainte, ce ne sera pas d'adopter les technologies, ce sera surtout les utilisateurs des technologies. Il faut former les gens de haut en bas. Aujourd'hui, si nous commençons une digitalisation intensive, probablement que les problèmes risquent de se retrouver au Parlement et au gouvernement. Je pense simplement que là-dessus, en plus de pouvoir accéder aux technologies, il est important qu'on accède à des mécanismes de formation intensive de tout le personnel, et l'âge n'est pas un prétexte. Voilà, mais le chef de l'État, avant d'aller en Chine, on sait le débat qu'il y a autour de fameux contrats signés en 2008, le partenariat gagnant-gagnant entre guillemets, mais le chef de l'État a ordonné même au gouvernement de mettre en place une commission, mais maintenant on parle de stratégie globale de coopération avec 9 secteurs. Mais quelle va être maintenant la ligne de démarcation entre le nouveau partenariat qui vient d'être élargi, à mon sens, et l'ancien, le fameux contrat du siècle? D'abord, vous avez observé qu'on a élevé le niveau de rapport. C'est entre États.
Ce n'est plus entre l'État congolais et des entreprises chinoises, comme c'était le cas dans le passé, même si la plupart de ces entreprises appartiennent à l'État. Et donc, ça donne une couche de nettoyage du passé. Ça sous-entend qu'en fait, très diplomatiquement, on va devoir corriger les erreurs du passé. Et ça ne devait pas nécessairement être l'objet de communication, mais vous pouvez être sûr que les problèmes ont été fondamentalement traités. Et donc les questions du déséquilibre de l'ancien contrat doivent être la base du nouveau contrat. Et je pense que nous avons l'obligation d'assumer notre responsabilité. Nous ne pouvons pas nous plaindre de nos propres turpitudes. S'il y a eu des surfacturations dans un certain nombre de travaux, c'est parce que des Congolais ont été complices de la situation. Et je crois aussi que s'il y a eu un déséquilibre dans la négociation et dans l'octroi des différents contrats, c'est simplement parce que nous avons soit été incompétents, soit nous avons été complices ou nous avons eu des comportements de mercenaires vis-à-vis de notre propre pays. Et je crois simplement qu'aujourd'hui, plus que jamais, au-delà de la bonne volonté du chef de l'État et de toutes les personnes qui l'accompagnent, il y a le peuple congolais qui doit ouvrir l'œil et le bon et assurer ce que moi j'appelle l'observation de la gouvernance globale. Évidemment, le président chinois, quand il a pris parole pour pouvoir s'exprimer lors de ces rencontres, que ce soit en bilatéral, que ce soit en tête-à-tête, il a dit effectivement que la Chine va aider la RDC dans son développement économique et social. Il a dit et il s'est engagé en disant que la Chine va soutenir la RDC dans les secteurs suivants, notamment dans sa stratégie d'industrialisation, dans l'énergie, dans l'exploitation minière, dans l'agriculture, les infrastructures, l'économie numérique, l'éducation et la santé. À l'issue de toutes ces rencontres, il y a eu donc la signature de quelques mémorandums. Je vous prie donc de suivre le résumé que nous en fait ici notre équipe pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui a vraiment été décidé sur cette rencontre. Mémorandum. Vendredi 26 mai 2023, journée inoubliable qui constitue le point d'orgue de la première visite d'État du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en Chine. Sous un décor dominé par le rouge, couleur principale du drapeau chinois, le président Xi Jinping apparaît sur l'esplanade accompagné de son épouse. Vint enfin le cortège de son hôte de marque, soigneusement escorté. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin devant son homologue Xi Jinping, les instants de chaleureuses salutations accompagnés de leurs épouses respectives. Les hymnes nationaux chinois et congolais retentissent sous le son percutant des 21 traditionnels coups de canon, suivis du passage des troupes en revue, des moments teintés d'une solennité sans pareille. La rencontre bilatérale tant attendue entre les deux chefs d'État se tient quelques minutes plus tard, une importante rencontre qui marque un tournant décisif dans l'histoire des relations sino-congolaises. Des relations qui aboutiront prochainement à la redynamisation d'un partenariat équilibré d'État à État. Au cours de ce premier face-à-face, le président Xi Jinping a dit sa solidarité au peuple victime des inondations à Calais dans l'est de la RDC et promet une aide humanitaire d'1 million de dollars pour assister les victimes de ces désastres. Au chapitre des accords, la République démocratique du Congo en rafle 5 au total. Le premier porte sur l'investissement dans les ressources et la coopération écologique. Le second est un protocole d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information et de la communication. Le troisième concerne le commerce et la coopération en matière d'économie numérique. Et le quatrième accord s'articule autour du financement et de la promotion du développement écologique. Enfin, la dernière signature est un accord de coopération entre la radio-télévision nationale congolaise et la chaîne nationale chinoise. Mémorandum d'entente sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles. Mémorandum d'entente sur l'échange
et la coopération en matière d'information, mémorandum d'entente sur la coopération dans le développement de l'économie numérique. Vous aviez donc vraiment raison d'en parler. Alors, ce sont des mémorandums, les Chinois savent ce qu'ils veulent. Est-ce que nous savons ce que nous voulons? Est-ce que vous avez l'impression que, au-delà de la visite d'État, au-delà de l'accueil, le Congo, c'est au moins préparé et c'est ce qu'il veut tirer de la Chine? Willy, il ne faut pas se faire d'illusions. Cette visite d'État a été voulue par la Chine, avec un agenda très précis. Il nous appartient maintenant, dans le cadre des échanges, dans le cadre des équilibres géoéconomiques que nous avons avec la Chine, de découvrir que la plus grande chose en Chine, c'est le nombre de personnes et donc le nombre de consommateurs qui ont du pouvoir d'achat. L'intelligence voudrait que la RDC rentre dans les importations de la Chine et aille découvrir ce dont la Chine a besoin. Et que nous signions des accords particuliers dans l'avenir pour que l'on soit en mesure de produire ici et qu'on achemine sur le marché chinois. Je voudrais vous dire que nous exportons vers la Chine essentiellement les produits miniers. Et tout le monde sait très bien que les produits miniers sont ce qu'on appelle en anglais capital intensive, ça veut dire que ça utilise beaucoup d'argent et donc beaucoup de machines. Et donc ça se diffuse très difficilement dans la communauté. C'est pour ça qu'on dit tout le temps que notre croissance n'est pas distributive. Si nous désirons utiliser le potentiel chinois comme étant un véritable levier de développement, il est important qu'on aille dans les activités qui emploient le maximum de personnes possible. Et un marché d'1,4 milliard de personnes est une opportunité majeure. Nous devrons être en mesure de trouver ce que nous devons être en mesure de leur vendre. Et la stratégie de Félix-Antoine Tshisekedi devrait de revenir ici et de convoquer Jean-Lucien Boussa et lui dire: cher ami, dis-moi comment nous faisons pour que dans les 3 années qui viennent, nous commençons à occuper une place importante dans les importations chinoises. Dans les importations chinoises. Indépendamment des ressources naturelles. Absolument. Sans valeur ajoutée. C'est exact. Voilà. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça, c'était l'agenda chinois. Maintenant, nous devons être en mesure de développer l'agenda congolais pour la Chine. Une question sur les premiers mémorandums, parce que quand la Chine et le Congo signent un mémorandum sur l'exploitation écologique des ressources naturelles, il y a là donc comme une contradiction en interne. Hein. Donc l'exploitation écologique est en contradiction avec l'exploitation des ressources naturelles qui sont réellement polluantes. Alors, comment nous allons faire? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine va entrer ici sans polluer, ou ça veut dire que le Congo va choisir simplement des ressources non polluantes? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, il y a une petite critique par rapport aux industries chinoises quant à la capacité à respecter les contraintes des règles environnementales. Et tout le monde sait très bien que notre règlement minier dit de manière assez claire que si les contraintes environnementales ne sont pas respectées, les pénalités peuvent être très élevées. C'est en anticipation sur tout cela que la Chine met dans son agenda direct la question du respect de l'écologie, de la prise en compte de l'écologie. Mais la deuxième des choses, il faut quand même savoir que le défi mondial, c'est la décarbonisation des économies. Aujourd'hui, le monde entier se bat pour réduire les pollutions à base de gaz carbonique, en fait, les pollutions carbonées, comme on les appelle, avec la capacité pour nous de pouvoir contribuer à cela dans le monde. Et lorsque vous regardez, très malheureusement, la République démocratique du Congo ne s'est pas encore dotée d'un plan stratégique de décarbonation de l'économie. Pourtant, lorsque vous regardez nos atouts, nous avons peut-être plus d'atouts que n'importe quel pays au monde. Mes calculs montrent clairement qu'en 2035, si nous le désirons et si nous en avons un plan, nous pouvons devenir le premier pays au monde à avoir atteint le taux zéro de carbone. Et ça, nous en avons les moyens parce que notre économie, à nous, est basée sur l'hydroélectricité, aujourd'hui le solaire. Nous ne polluons pas. Et donc, nous ne polluons carrément pas. Et la pollution chez nous vient du transport et éventuellement de l'industrie. Et aujourd'hui, si la Chine s'engage à nos côtés dans l'exercice de carbonisation de son économie et donc de notre économie de manière directe, ça devrait devenir pour nous un plan stratégique et ça nous distinguerait beaucoup. Alors, le président Tshisekedi et son équipe n'ont pas fait beaucoup de bruit autour de ce voyage. Ils sont restés dans le strict, la sobriété, comme ce n'était pas un grand coup politique, comme c'était quelque chose de normal, d'une visite d'État. Il y a quelques années, au début de ce mandat, une visite comme ça, tous les petits frères, tout le monde allait en profiter pour politiser cela.
Mais je sens quand même qu'il y a de la retenue, il y a quand même une forme de maturité qui s'est installée, ou bien c'est peut-être l'habitude? Non, d'abord, il faut savoir, et je le dis ici pour la troisième fois, cette visite a été voulue par la Chine. Et donc, le maître de cérémonie ici, c'est plus la Chine que nous. Il nous appartient, de toute façon, et ce n'est pas le bruit qui changera les choses, de pouvoir développer un plan de mise en application de tous les bénéfices que nous pouvons attendre de cette visite traduite en résultats réels pour que les Congolais se disent c'était important que le chef de l'État fasse autant de voyages, et tout particulièrement celui-ci, et que nous soyons en mesure de pouvoir démontrer que nous sommes capables de convertir les opportunités vues par les autres en opportunités internes, domestiques et de haute valeur ajoutée. Évidemment, parce que nous parlons de Félix Tshisekedi, il s'est adressé aussi au Parlement chinois. Nous avons quand même le temps de suivre le président qui est entré en contact directement avec les élus chinois. Suivons ce qu'il leur a dit. L'Assemblée populaire de Chine, parlement monocaméral et législatif de la Chine, est l'une des institutions qui jouent un rôle crucial dans le système politique du pouvoir en place. Devant le président du Parlement chinois, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué les questions liées au renforcement du partenariat économique historique entre la RDC et la Chine. S'agissant de l'agression injuste que subit la RDC face à son voisin le Rwanda depuis des décennies, Félix Tshisekedi sollicite l'appui de la Chine en sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une paix durable à l'est de la RDC, mais aussi obtenir des sanctions sévères contre son voisin agresseur. Très attentif, le président de l'organe délibérant chinois, Zhao Leji, rassure que son pays, par l'entremise du président Xi Jinping, tient à conserver le rapprochement avec la RDC dans tous les domaines porteurs du bien-être au peuple des deux pays. Et juste après le palais du peuple, le chef de l'État et la délégation qui l'accompagne s'est rendu au monument des héros nationaux pour rendre hommage à ceux qui ont payé de leur sang pour la renaissance d'une Chine nouvelle. Sur la couronne de fleurs posée sur le perron du monument leur dédié, l'on pouvait lire, je cite, « Une profonde mémoire aux héros du peuple chinois ». Fin de citation. Ce premier round des activités du président de la République s'est achevé avec l'entretien avec le Premier ministre chinois Li Qiang. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération bilatérale et les sujets d'intérêt commun. Entre la modernité, entre la tradition, les souvenirs, mais en même temps la projection dans l'avenir, nous avons là quelque chose à tirer, n'est-ce pas, Alkiteng? Un pays sans histoire est un pays qui n'a pas d'avenir. Et ici, l'histoire de la Chine est une histoire d'une réconciliation d'un peuple avec lui-même. Et c'est pour ça que chaque fois que j'en ai l'opportunité, je dis, nous avons eu des enfants délinquants, des enfants qui se sont conduits comme des mercenaires dans leur propre pays, mais ça reste des enfants de la République. Et donc à un moment donné, il faudra qu'une réconciliation se fasse, qu'une reconnaissance des fautes commises se fasse, et que nous redevenions ce peuple uni qui met ses forces ensemble pour avancer. Et pour le faire, il faudrait que le pays détermine ce qu'on appelle ses valeurs dans sa culture étatique. Et il faudrait qu'on tourne le dos à cette affaire de chance et locopamba où qu'on acclame des gens qui volent. Nous devrons devenir un pays intègre. Le pays que vous voyez là, c'est un pays où on tue les gens parce qu'ils ont triché avec le fisc. C'est un pays de la haute discipline et c'est un pays qui met le pays avant tout le monde. Et vous vous êtes bien rendu compte que c'est un pays hyper organisé qui tient compte du fait qu'ils ont 1,4 milliard d'âmes à nourrir, à soigner, à éduquer, et que ce n'est pas une tâche facile. Dans ce pays-là, si on vous attrape dans le trafic de drogue, vous finirez dans une prison dont vous ne sortirez jamais. En d'autres termes, la discipline reste le maître mot que l'on doit être en mesure de retenir lorsqu'on regarde la Chine. Et aller dans le temple de la loi, que se trouve être le Parlement, était un symbole fondamental pour la Chine vis-à-vis de son visiteur et lui dire « Venez voir ce que nous faisons ici, ce que nous disons, nous le faisons. Les lois et les réformes que nous mettons en place, nous les appliquons et ça donne
des résultats. Et donc, il y a un alignement clair entre le Parlement, le gouvernement et le président de la République. Et donc, il n'y a pas de zone de perte de performance. Ilunga? Voilà, je me permets de revenir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux 1,4 milliard de consommateurs de la Chine. Vous avez dit que la RDC serait bien inspirée de pouvoir exporter pour nourrir on va dire, créer le besoin pour les consommateurs éventuels. Alors, ma question c'est, est-ce que la meilleure façon de chercher ça ne serait pas d'exiger d'abord le transfert de technologie pour que le Congo soit en mesure de transformer les produits, d'abord les ressources naturelles, ça peut être agricole ou bien minier, ici localement, avant de pouvoir exporter. Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon de faire, d'abord d'exiger le transfert de technologie? En ce qui concerne la transformation des minerais chez nous, la loi le prévoit. Il est prévu qu'aucun minerai ne sorte d'ici sans être transformé, au moins au niveau des minerais de métal. Très malheureusement, faute d'avoir planifié les choses correctement, on s'est retrouvé en rupture d'énergie pour être en mesure d'aller à l'étape suivante. Mais ça doit devenir une contrainte. Je veux dire que mettre en place des entités de développement énergétique devrait faire partie de la stratégie minière de la République démocratique du Congo. Première chose. Deuxième, nous avons des universités et nous avons des partenariats avec des universités à travers le monde, dont la Chine. Et donc, l'acquisition des connaissances et de l'intelligence et des capacités devrait être un devoir interne. Nous n'avons pas à l'exiger de qui que ce soit. Ça doit devenir une priorité pour nous. Nous devons avoir dans nos universités l'enseignement des choses du futur et pas des choses du passé. Nous devons être en mesure d'aller à la recherche du savoir et pas d'une seule source. Nous devrions avoir le savoir du monde entier. La Chine elle-même envoie ses enfants à travers le monde pour aller acquérir le savoir. Maintenant, aujourd'hui, pour gagner de l'argent, dans le secteur minier, nous savons ce que nous voulons faire avec la Chine. Nous devons être en mesure de dire à notre partenaire, nous voulons être parmi vos vendeurs privilégiés d'un certain nombre de biens. Et l'intelligence voudrait simplement que nous regardions les statistiques des importations de la Chine et que nous identifions les choses dont nous avons le potentiel. Et nous pouvons leur demander de devenir nos clients préférés, privilégiés, dans le cadre du fait que nous résolvons un certain nombre de leurs priorités. Nous demandons qu'ils résolvent une partie de nos priorités. Et aujourd'hui, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, 40 millions de terres irrigables. Nous avons donc la capacité de nourrir la Chine si nous le désirons et de lui procurer un certain nombre de biens dont il a besoin, aussi bien dans l'agriculture alimentaire que dans l'agriculture non alimentaire. Et je pense là-dessus que l'industrialisation à laquelle fait référence le chef de l'État, ça devrait être une industrialisation des biens qui trouvent un marché bien déterminé quelque part. Et nous, la Chine et l'Inde devraient être des destinations majeures de notre capacité de production. Merci. Voilà. Évidemment, nous nous sommes posé la question de savoir comment nos confrères d'ailleurs ont commenté cet événement. Est-ce que nous avons la même perception ou bien nous sommes devenus nombrilistes, nous sommes très contents nous-mêmes? Nous allons suivre un reportage de Africa News. Ils ne sont pas tellement loin du Congo, c'est des confrères d'en face. Comment ils ont commenté cette rencontre et quel est le sens qu'ils ont accordé à ce qui s'est passé en Chine? Suivons ce reportage d'Africa News. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est à Pékin dans le cadre de sa première visite d'État en Chine. Il a été accueilli vendredi par une aide d'honneur avant d'entamer des réunions avec son homologue chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang. Au menu de cette rencontre, redéfinir la relation sino-congolaise, la Chine étant un investisseur majeur en RDC où la puissance asiatique domine la très lucrative industrie minière. Et nous nous réjouissons de voir aujourd'hui, à l'heure d'entamer le second demi-siècle de ces relations, nous avons exprimé de part et d'autre la volonté d'accroître davantage notre coopération par des partenariats gagnant-gagnant et qui seront bénéfiques, comme le dit le terme, pour nos deux pays et nos deux peuples. S'adressant au journaliste chinois Eric Nindou Kibambe, un haut responsable congolais, a indiqué que les pourparlers de renégociation minière se sont déroulés à merveille, la partie congolaise espérant un accord d'ici la fin de l'année. Voilà, donc nous ne nous sommes pas trompés.
le monde entier sait que quelque chose s'est passé entre la RDC et la Chine. C'est donc aux Congolais, à eux-mêmes, de faire un effort pour que, comme l'a dit notre invité, pour que l'opportunité qui nous est ainsi offerte puisse faire bouger nos méninges. Nous devons proposer. Notre force de proposition, c'est ça qui va déterminer si nous avons, oui ou non, bien saisi l'opportunité. Le chef de l'État lui-même, avant de quitter la Chine, s'est adressé aux journalistes qui l'accompagnaient parce qu'il lui-même a fait le bilan de sa visite. Nous n'allons pas la faire à sa place. Nous vous laissons suivre devant la presse de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelques secondes. On ne va pas tout prendre pendant quelques minutes. C'est qu'il lui-même a dit à la presse et nous allons terminer cette émission. Sera bénéfique à la RDC. Bien. D'abord, c'est par rapport aux honneurs qui nous ont été réservés, l'importance qu'on nous a donnée. C'est vrai, vous direz que c'est une visite d'État, mais là, elle a eu un caractère particulier parce que la Chine a voulu envoyer un message de solidarité, de respect envers la République démocratique du Congo. Ensuite, c'est par rapport au contenu même des discussions que nous avons eues avec eux et des résolutions que nous avons relevées. Et ici, il y en a eu énormément, mais j'aimerais quand même vous faire un petit retour en arrière pour vous dire pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là. En fait, depuis mon accession à la tête du pays et lorsque j'ai été au fait des dossiers, je me suis rendu compte qu'en fait, ce partenariat n'était ni profitable à la République démocratique du Congo, ni profitable à la Chine. Les privés se font des moyens qui ne retombent peut-être pas sur la Chine, et de l'autre côté, la RDC n'a rien. C'était mauvais, c'est pour ça que je disais à mes amis chinois, mais écoutez, je suis votre meilleur allié dans le sens de laver votre image. L'image de la Chine, vous êtes Congolais comme moi, vous savez qu'elle a été écornée en République démocratique du Congo. On tournait les produits chinois en dérision. La Chine n'était pas considérée dans l'ampleur qu'elle a, dans le rayonnement qu'elle a sur le monde, surtout le monde des affaires. Et donc c'est ça qui m'avait poussé d'abord à le remettre en cause, parce que charité bien ordonnée, commençant par soi-même, je m'étais rendu compte que nous n'étions en rien bénéficiaires de cela. Donc j'ai commencé le débat avec eux. Au début, c'était assez difficile parce qu'ils pensaient que j'en avais après les Chinois, mais je crois que le message a fini par passer. Et voilà, nous en sommes arrivés là. Donc c'est vraiment tout un chemin parcouru, des rencontres préparées et qui ont abouti par cette conclusion de la nécessité de nouer un partenariat stratégique global. Pourquoi stratégique? Parce que tout simplement, nos deux pays ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des pays qui, par leur situation géographique, leur position géopolitique, leurs atouts intrinsèques, jouent un rôle. En tout cas, où sont susceptibles de jouer un rôle. J'évoque rapidement ici l'environnement. La RDC a des ressources, a des atouts pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. La Chine a des ressources qui peuvent, mises ensemble avec nos atouts, générer des solutions pour sauver la planète. Idem pour l'industrie de la batterie électrique ou donc la transition énergétique où nous pouvons également jouer un rôle avec nos atouts miniers et les ressources apportées par la Chine. Donc voilà ce partenariat, pourquoi il est stratégique et global. Mais ça ne s'arrête pas que là. On a bien d'autres domaines. Le numérique, vous avez vu, vous nous avez accompagnés chez Huawei. Vous avez vu. Voilà, c'était un extrait. Nous vous promettons que demain matin, après la rediffusion du journal télévisé, nous suivrons l'intégralité de cette intervention du chef de l'État devant la presse qui l'a accompagné. D'ailleurs, nous remercions beaucoup notre consoeur Rachel Kissita de Actu 30 qui s'est beaucoup battu pour que
nous puissions avoir ces images en exclusivité. C'est une très bonne chose. Demain, donc, dans une tranche spécialisée, vous suivrez l'intégralité de cette intervention du chef de l'État. Ici, il était question simplement de vous montrer que dans ce voyage, il y a eu cet effort de redevabilité, d'expliquer même à ceux qui l'ont accompagné le sens de toutes ces choses-là qui ont été signées. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Nous voulons demander à notre invité qui a accepté de venir nous voir. Moi, j'ai des raisons d'espérer, en même temps une forme de crainte qui a été formulée par Patrick Ilunga au début de notre émission. La difficulté de la RDC, c'est toujours la capacité de gérer les contradictions des alliances. Comment faire pour que un Dominique Strauss-Kahn n'aboutisse pas ici pour dire écoutez, 13 milliards, vous ne pouvez pas. Comment faire pour que l'Occident, qui a toujours été quand même un partenaire traditionnel, puisse laisser se construire une nouvelle niche de coopération qui soit profitable au Congo et que nous puissions sortir un peu de ces images néocolonialistes qui sont collées un peu à ces relations avec l'Occident. Avons-nous la capacité, vous les stratèges, vous conseillez quoi au gouvernement pour que les nouvelles alliances, les nouveaux contrats que nous signons ne deviennent pas de la nitroglycérine, ça ne puisse pas nous exploser au visage? Merci beaucoup. Votre question est très pertinente. De toute ma carrière de karatéka, j'ai appris quelque chose, c'est que quand vous n'avez pas un plan pour vous-même, ça veut dire que vous êtes dans le plan de quelqu'un d'autre, ça veut dire votre partenaire. Et pour l'instant, la Chine a un plan pour nous. La question, c'est est-ce que nous avons un plan particulier pour la Chine? La réponse est que si nous n'avons pas un plan global, même le plan de la Chine devient une prise de karaté. Ils savent exactement comment ils vont nous exécuter. Et c'est pour ça que moi je voudrais profiter de votre plateau pour dire, on est en 2023. Le plan national stratégique de développement se termine en 2023. Et donc il est important pour nous de nous doter d'un plan stratégique, un vrai plan stratégique, mais pas pour 5 ans, mais pour les 30 prochaines années. Et incorporer tous les nouveaux contrats que nous signons avec la Chine dans ce plan stratégique du pays. Étant donné que nous allons avoir une visibilité globale sur notre pays, nous aurons de la place à la fois pour la Chine et pour les autres partenaires. Et ce sera fait sous notre leadership. Sinon, un matin, c'est la Chine qui nous prend au hameçon. L'autre matin, c'est l'Occident qui nous tire dans notre direction. Et je crois là-dessus que nous avons l'obligation, et le chef de l'État me semble très clairvoyant, d'avoir une vision claire, avec une direction claire que nous désirons suivre. Et pour ça, il faut avoir un horizon de planification suffisamment long qui dépasse la mandature. Et je souhaite énormément que Félix-Antoine Tshisekedi soit celui qui, pour la première fois, va donner un vrai plan stratégique à notre pays, parce que très malheureusement, les grosses faiblesses que nous avons, c'est que des grands plans comme ceux que nous sommes en train de prendre aujourd'hui ne sont pas alignés dans une planification qui leur donne suffisamment de temps et d'espace. Et bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais quelle sera la source de conception de ces plans? Est-ce le gouvernement? Est-ce le Parlement? Est-ce que c'est les universités? Quel sera le plan de conception? Parce que ces plans qui doivent dépasser les cadres des mandats, qui doivent s'imposer à tous, doivent quand même avoir ses racines dans une structure qui pérenne. Ça pourrait être quelle structure? Le leadership de l'initiative est naturellement celui du chef de l'État, mais ça doit être un travail participatif où les différentes institutions et les différentes parties prenantes au-delà des couleurs politiques travaillent. Les scientifiques doivent avoir une place suffisamment importante là-dedans. Mais après, ça doit être coulé sous forme de loi. Et étant donné que ce sera fait de manière participative, les Congolais s'approprieront ce travail et l'imposeront aux différentes couleurs politiques en disant voici les étapes et les séquences par lesquelles nous voudrons être en mesure de passer parce que nous savons exactement où nous allons. L'importance dans tout ça, Willy, c'est le fait que si vous faites un horizon assez long, les gens se planifient avec vous dans le temps. Mais si vous faites des horizons de 5 ans, les gens viennent faire du commerce. Quelques mois, ils viennent faire du commerce. Exact. Merci beaucoup, Al-Kitenge, de cette contribution efficiente à ces débats qui viennent d'ailleurs de s'ouvrir. Nous terminons par un autre débat. Comment réaliser un plan stratégique pour les 30 années qui viennent pour que tous ceux qui vont venir dans le pays trouvent quand même des routes intellectuelles planifiées. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens viennent comme pionniers
là où les gens ont vécu des siècles et des siècles. Donc, nous devons faire des routes pour que ceux qui viennent circulent sur ces routes. Et les premières routes, ce sont des routes intellectuelles, c'est la planification. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à Al-Kitenge. Nous espérons vous retrouver vraiment les plus prochains jours parce que vous avez vous-même ouvert les débats et certainement on va nous demander de continuer. Merci au directeur des informations de Géopolis Télévision. Merci. Et nous espérons que Jamais Critique vous a plu ce soir. Nous ne pouvons que souhaiter que notre pays aille de l'avant et que nous cessions de tâtonner. Là où nous pouvons avoir de la certitude, alors il ne faut pas regarder au prix. Le prix de la certitude, il faut le payer. Au revoir, à la prochaine.